man damage plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Du bruit. Si je suis mêlé, c'est du crime à mes oreilles. Ici Alex aujourd'hui. Je suis en compagnie de Philippe du Scénario du Pire. Yes. Sir. Comment ça va? Ça va bien. Content de te revoir encore en studio. Ouais, je suis très content aussi et content de passer mes vacances au Québec. Ouais. Ben oui, c'est le fun de... C'est quand même drôle, tu sais. Tu vas avoir être un des podcasteurs avec qui j'ai le plus collaboré. Ah ouais, c'est cool. Puis t'es à 6-7 heures derrière ici, tu sais. C'est vrai. Ouais, plus, ouais. Puis en personne, en plus. Ouais, c'est vrai. 2 fois en studio. Hein. Yes. Ouais, super content de te recevoir moi une aussi, deuxième content fois d'être là. En studio. Un programme double aujourd'hui là, pour ceux-là qui sont sur notre Twitch. Fait que pour commencer, Philippe, je te laisse présenter de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Okay. C'est ton petit épisode. Alors ouais, j'ai assez vite choisi de vous parler des légendes urbaines dans le rock. Mm-hmm. Alors, on va passer à travers plusieurs histoires, mais avec quand même un fil rouge. Donc j'ai essayé de faire des liens entre les histoires. Il y a des histoires qui sont très farfelues, et puis il y en a auxquelles on pourrait peut-être croire. Donc voilà. Qui peuvent être... que du monde pourrait vraiment croire. Ouais, et puis, un peu crédible, comme ceux-là qui croient, mettons, à Avril Lavigne. Là, je veux pas brûler des punchs que t'as peut-être. Là, ouais, Avril Lavigne, je l'ai. Des histoires comme ça, là, on a glissé déjà un petit mot là, sur le podcast. Ouais, tout à fait, j'ai entendu ça. Yes, go, vas-y. OK. Les légendes urbaines. Alors, la première histoire, elle s'appelle « Paul est mort ». Alors, ça concerne un groupe britannique dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les Beatles. Ouais. Voilà. Mais quoi? On n'est pas dans Yesterday oui, c'est ça, le film? Exact. Et donc, la théorie, c'est peut-être la plus célèbre. Je vais commencer par l'histoire la plus connue. C'est celle qui dit que McCartney est mort. Mais il est mort depuis très très longtemps parce qu'il serait mort en 1966 dans un accident de voiture. En novembre 1966. Donc, en gros, l'histoire, c'est il aurait eu une dispute avec les Beatles dans un studio d'enregistrement. Okay. Il serait parti énervé, il aurait pris sa voiture, et donc là, crash de voiture. Pas assez concentré sur la route. Voilà. Il s'est même fait décapiter, selon la rumeur, dans cet accident. Et alors, une petite mort tranquille. Ouais, c'est ça. Une mort bien violente. Mais il fallait épargner le chagrin au public britannique. Et même probablement parce qu'en 66 les Beatles étaient incroyablement populaires, donc on craignait une vague de suicides de fans. Mais pour de vrai c'était comme hystérique là, à ce moment. Ouais. C'est de quoi qui aurait pu arriver pour vrai là. Ah ouais, les images de concert c'est une folie hein. C'est fou ça, c'est une époque qui est un peu passée là. Des formations acclamées comme ça, je pense plus que ça... Non. Il va y avoir des chanteurs, oui, il va y avoir des vagues de popularité très grandes, mais dans un système mondial. T'as peut-être Metallica encore. Tu vois, moi, c'est un des concerts qui m'a le plus impressionné pour ce qui se passait dans le public. C'était dingue, c'était dingue. Papy Joe aussi a des bonnes anecdotes de Metallica dans ses programmes Guns N' Roses, si vous voulez aller voir. James Hetfield qui était pas très gentil avec les femmes. Non. Et donc voilà, il voulait éviter cette vague de suicides, et les Beatles survivants se sont associés au MI5, les services secrets britanniques, et ont remplacé le cadavre de McCartney par un sosie. Ils sont assez classiques. Hein. Et on sait qui c'est, ce sosie. Okay. Donc dans l'histoire, ce serait un Écossais du nom de William Campbell, mais parfois, dans certaines histoires, on l'appelle Billy Shears. Donc William Campbell ou Billy Shears, mais un Écossais. Et il ressemblait à McCartney, mais on l'a amélioré avec de la chirurgie plastique. Ah, ok. Voilà. Et il aurait été entraîné pour se comporter comme McCartney. Ah ouais, ça, avoir le même comportement sur stage, voilà. Avoir des cours de chorégraphie quasiment. Voilà, la gestuelle, tout à fait.
Et puis des cours de basse aussi, parce que McCartney... Il faut qu'il ait le même talent, Ouais, c'est voilà. important. Là. La voix, il y a plein de choses, quoi. Mais les Beatles ont quand même souhaité communiquer autour de la mort de McCartney de façon subliminale. Donc avec des hints, des indices qu'ils auraient distillés dans leurs différents albums. Alors, la rumeur, elle démarre en réalité en 67. Donc la mort, elle est censée se passer en 66. La rumeur démarre en 67. Mais c'est vraiment en 1969 que ça éclate, parce qu'il y a un disque jockey anglais qui s'appelle Russ Gibb, qui, à la radio, explique la rumeur. Et c'est une radio, il est très écouté. Et donc, il y en a qui n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir, hein, je pense. Ah ouais, tu vois, par exemple, à l'époque, en Angleterre, il y avait un gars qui s'appelait Peel. Je ne sais pas si tu connais les Peel Sessions, par exemple. Mais il y a plein de très grands groupes de rock qui sont passés dans les Peel Sessions. Et c'était incroyable comme ça créait des stars, quoi. Ben oui, ouais. oui. Maintenant, la radio, c'est plus tout à fait ça, mais à l'époque, c'était énorme. C'est les podcasts à cette heure. Ouais, exact. Alors, il y a plusieurs indices. Et donc, Russ Gibb, à la radio, il a expliqué ces indices. Alors, le premier indice, c'est sur la pochette. Alors, j'encourage les gens à les regarder. Hein, la pochette de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Donc, c'est cette pochette avec énormément de personnages. Hein, donc, il y a un des albums les plus connus, je pense, des Beatles. Donc, cet album sort en 1967. Donc, McCartney est censé déjà être mort. Et on voit les photos des Beatles aussi à l'intérieur. Donc, tu vois, c'était des albums avec des livrets à l'époque. Le bon vieux temps. Ouais, c'était bien. Hein. C'était bien. Il manque ça aujourd'hui dans l'écoute. C'était tangible. Puis, c'est de quoi qui manque. Et c'était une œuvre d'art, quoi, hein, à l'époque. Mais ça fait... Tu sais, dans la conception d'un album, la pochette fait partie de l'œuvre. Ouais. Puis c'est complémentaire, puis tout vient ensemble. Souvent, la pochette est reliée avec les chansons. Ouais. Non, c'est de quoi qui, je trouve, c'est triste que ça... C'est bien d'un côté pour la planète, puis tout ça, que ça évolue, puis qu'on gaspille moins de plastique pour ces affaires-là. C'est vrai. Mais ce côté-là est décevant. Ça manque. Et là, on voit dans les photos à l'intérieur des indices. Donc le premier, c'est que Paul McCartney a une sorte de feutre sur le bras, donc un brassard, sur lequel certains pensent lire OPD, ce qui serait l'acronyme de Officially Pronounced Dead. En réalité, quand tu regardes la photo, le O et le P, tu le vois très bien. C'est pas clair que ce soit un D, mais voilà, on peut... Mais c'est facile de se l'imaginer quand on veut que ça soit ça. Voilà, tout à fait. Sur la pochette principale, à l'avant-plan, il y a une tombe. Ils sont devant une tombe qui est recouverte de fleurs. Et tu pourrais te dire que cette tombe, elle a la forme d'une guitare basse. Mais d'une guitare basse de gaucher. Et Paul McCartney était gaucher. Il y a un personnage en arrière-plan qui a une main ouverte au-dessus de la main de Paul McCartney. Et ça voudrait dire, la main ouverte au-dessus de la tête, c'est quelque chose que tu vas retrouver sur d'autres images. Systématiquement, il y a une main au-dessus de la tête de McCartney qui serait symboliquement le fait qu'il soit un indice qu'il soit mort, en fait. T'as-tu la signification exacte de la main? Alors, je pense que ça vient d'une... Donc, ils étaient un peu orientalistes, les Beatles, et donc ils avaient des gourous indiens. Et donc, je pense que dans certaines civilisations ou dans certaines cultures, le fait de mettre la main ouverte au-dessus d'une tête, c'est comme ça qu'on représente quelqu'un qui est décédé. OK. Ah, bon, je savais pas ça. C'est intéressant. En fait, tu peux toujours trouver au moins dans une culture une affaire spéciale. Alors, un autre élément, c'est il y a une grosse caisse sur cette pochette, sur lequel il est écrit Sgt. Pepper, enfin le titre de l'album. Mais si tu la coupes en deux et que tu la mets sur un miroir, tu vois, si tu la regardes en miroir, en fait, tu peux y lire 1 EX, donc 9, donc ça voudrait dire le 1er novembre, he died. Voilà. Mais pas he dies, c'est he died. Ouais. Voilà. Ça me fait penser, là, je sais pas, en Europe, vous êtes un petit peu moins familier, mettons, à avoir de l'argent américain dans les poches, là. Mais dans le temps, quand j'étais au secondaire, avec l'argent américain, tu pouvais la plier, puis dépendamment du billet que tu avais,
la façon dont tu le pliais, ça faisait les tours du World Trade Center. Ouais. Puis t'avais l'impression qu'il s'effondrait au C'est feu. vrai. Je me souviens de cette histoire. Ça fait penser un Ouais, peu c'est à ça, ça. Genre, exactement. là, faut-tu mettre ça exactement de même? Et sur la photo à l'arrière de la pochette, donc vraiment à l'arrière du livret, Paul est le seul Beatles qui est de dos. OK. Qui pourrait aussi indiquer quelque chose. Mais à un moment donné, est-ce que ça, c'est sorti après la rumeur? Alors, la rumeur, vraiment, elle éclate en 69. OK. Et les indices commencent à s'accumuler à partir de 67. OK. Mais tout arrive pas d'un coup, en fait. OK. C'est un étudiant. Au départ, c'est des étudiants qui ont commencé à construire cette rumeur. Et puis, je pense qu'il y a quand même eu un aspect un peu communnataire, même s'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et Parce la rumeur que s'est ce construite. que j'allais dire, s'il avait sorti ça comme après la rumeur, dans le fond, tu sais, il aurait pu facilement jouer justement avec Faire ça exprès, pour vendre. Là. C'est encore plus facile de voir les points de rumeur, mettons, à travers. Ouais, à mon avis, sur cet album-là, c'est pas le cas. Mhm. Mais c'est possible qu'après, ils aient quand même commencé à jouer avec. On va voir. Et donc, en 67, il y a aussi la sortie d'un single qui, pour moi, d'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées des Beatles, qui s'appelle Strawberry Fields Forever. OK. Et on entend John Lennon parler à la fin du morceau. OK. Et on ne sait pas très bien ce qu'il dit, mais tu sais, le cerveau, à partir du moment où on te dit c'est ça qu'il dit, tu l'entends. Ah. Et donc, si on te dit qu'il dit I buried Paul, j'ai enterré Paul, c'est effectivement ce que tu entends. Après, en réalité, il semblerait qu'ils disent cranberry sauce, mais voilà. On n'est pas vraiment à la même place. Non, Hein? pas du tout. Mais Ça, voilà. c'est drôle, les Et hallucinations. Oui, c'est ça, auditives, là. et ça marche. Hein. Alors- Je pense que c'était dans une chanson de Nirvana qu'on entendait quand il pleut, on met son coat. Ah oui. Des affaires comme ça. Et alors, dans une chanson du groupe Scorpions, qui s'appelle Still Loving You, tu entends très clairement « Ce soir, j'ai les pieds qui puent il y a dans, je pense que c'est Santeria de Sublime ». Qu'on entend ça sent le clito, il y a des filles. Ah ben voilà. C'est comme ouais, là, vous poussez en esti. Il me semble qu'il dirait ça. Là. Non? Mais notre cerveau, il est fait comme ça. Et donc, Ouais. une fois qu'on te le Puis dit, on tu le l'entends. chante, quoi. là, Ouais, non? exactement. Alors, il y a un clip aussi de Strawberry Fields. Et on voit à chaque fois que Paul McCartney apparaît, c'est le moment où dans les paroles, ils disent « Nothing is real ». OK. Voilà. Il y a une concomitance. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il apparaît à chaque fois quand on entend le Nothing is real. Ensuite, il y a le live, le Magical Mystery Tour. Et Paul est le seul sur la pochette à être en noir. Tous les autres sont en blanc. Donc, voilà. Le disque est accompagné d'un album de 23 photos. Et il y a beaucoup d'indices pour les théoriciens du complot dans les 23 photos. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment aussi les mains au-dessus de la tête. Enfin, il y a pas mal de choses qui correspondent un peu à ce qu'on voit sur l'album précédent. Ensuite, il y a le White Album, le célèbre White Album qui sort. Et là, ils auraient utilisé ce qu'on appelle du backmasking. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est du backmasking? Non, ça me dit rien vite comme ça. Alors, le backmasking, c'est un truc il y a eu beaucoup de rumeurs de backmasking à un moment je pense, à partir des années 70, OK. où on disait que le rock était sataniste et que des messages satanistes étaient cachés dans les albums. Ah, puis là, tu jouais à l'envers. À l'envers, OK, voilà, ouais. exactement. J'avais pas le thème. Ça s'appelle le backmasking. OK. Alors, si tu backmasques la chanson I'm So Tired, donc si tu écoutes ce vinyle à l'envers, tu entends Paul is dead, man. Miss him, miss him, miss him. De nouveau, le cerveau, si tu l'as entraîné à entendre ça, tu vas l'entendre. Et sur la chanson Revolution 9, tu entends en backmasking Turn me on, dead man. Ça, c'est vrai que tu l'entends vraiment, mais ça peut être complètement le hasard. Quoi. Ben, c'est clairement complètement Ouais. du hasard. Oui, c'est Parce clairement ça, oui. Parce que certainement qu'ils n'ont pas. Ben, tu sais, ça serait pensé en esti d'aller chercher puis se dire il y a du monde qui vont écouter ça à l'envers. ouais. Tu sais, parce que c'est instinctif d'écouter de la musique à l'envers. À l'envers, ouais, On c'est ça. sait que tout le monde fait ça. là. Peut-être qu'à l'époque où la mode était au backmasking, on aurait... Ouais, Voilà. ouais.
Ensuite, il y a Abbey Road qui sort. Et ça c'est vraiment... Ça parle beaucoup à Terreur Finale, qui parle à l'envers tout le temps. Dans quoi le film? Non, notre personnage qui s'appelle Terreur Finale. Ah oui. qui parle à l'envers. Donc on en arrive à Abbey Road, 1969. Et là, on retrouve vraiment beaucoup d'indices. Okay. Beaucoup d'indices, si tu crois à la théorie, bien sûr. Donc, c'est la fameuse pochette où tu vois les Beatles qui sont en train de traverser la rue. Ils sont sur le passage pour piétons de Abbey Road. Paul est pieds nus. C'est le seul des quatre qui est pieds nus. Comme on représente toujours les personnes qui sont mortes en Inde, on les représente pieds nus. Et donc, on avait dit, les Beatles sont orientalistes. Devant lui, il y a Ringo Starr, le batteur, qui est habillé en noir. Donc, ce serait le croque-mort. On dit croque-mort au Québec? Ouais, le Undertaker, ok. Ou quelqu'un qui porterait le deuil. Et John Lennon, lui, est derrière McCartney. Lui est habillé en blanc. Et en fait, c'est la couleur du deuil dans la culture orientale. Okay. Et George Harrison, lui, est en jean. Et donc là, ce serait lui, l'ouvrier chargé de mettre en terre Paul McCartney. Alors, il passe devant une voiture, il passe devant une Beatle. Donc, et sur la voiture, il y a une plaque d'immatriculation qui est LMW 28IF. Et donc, tu fais la numérologie. Voilà. Même pas. Donc, c'est de nouveau un acronyme. Donc, LMW, ce serait Living McCartney Would Be 2829 if, point de suspension. Donc, Paul McCartney aurait été vivant et aurait eu 28 ans si il n'avait pas été mort. Voilà. Alors, en réalité, en 69, il n'aurait pas eu 28 ans, mais 27 ans. Mais ce serait sa 28e année. Voilà, donc... Il y a moyen de tweaker tout. Il y a moyen, exactement. Il y a moyen de tweaker pour avoir raison sur tout. Tout à fait. Et il tient une cigarette de la main droite, McCartney, alors qu'il est gaucher. Donc là, les gens se disent, mais ça, c'est la preuve que c'est un sosie, parce que McCartney, il n'aurait jamais tenu sa cigarette dans la main droite. Mais ça se peut pas qu'on fasse des affaires d'une main puis d'autres affaires d'une autre. Voilà, c'est pas possible. Oui, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça mélangeait. Mais moi, je prenais ma fourchette d'un bord, puis là, elle m'a amené sa switchait, puis ma mère était comme, non, puis là, elle me remettait tout le temps la fourchette dans la bonne main. Puis je suis comme, non. Puis encore aujourd'hui, ça se promène. Puis, moi aussi, je suis droitier, mais quand je jouais au water polo, pendant longtemps, j'étais gaucher. C'est assez violent, ce sport-là. Hein? Ah ouais. Il faut porter une coquille. Ouais. Les coups sont ralentis dans l'eau, mais non. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Je voulais faire des sports de combat. On m'a dit, si tu veux faire un sport de combat, viens faire du water polo. Voilà. Alors, on revient aux Beatles. Donc, au pic de la rumeur en 69, la maison de disques reçoit 3000 appels par jour à propos de la rumeur. Donc, c'est devenu énorme, vraiment incontrôlable. Et McCartney, cette année-là, se présente pas beaucoup devant les médias parce qu'il est très fatigué. Ils ont fait vraiment album après album. Et donc, il évite les médias. Et donc, ça amplifie un petit peu la rumeur en disant, tiens, mais il se montre pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pas juste épuisé d'une vie de fou. Ouais, même, c'est ça, un truc de fou. Tu sais, les Beatles ne peuvent pas aller nulle part sans se faire achaler par des foules. Ouais. Oui, c'était du harcèlement, quoi. Donc là, il vit dans une ferme, il est un peu loin de tout le monde, mais le 7 novembre, il est vraiment obligé, parce qu'il est harcelé par la presse, il est obligé de faire un deal. Il fait un deal avec le magazine Life. Life. Et il dément officiellement le hoax dans le magazine. Mais la rumeur va quand même continuer à vivre, mais un petit peu moins. Un peu moins fort. Quoi. C'est normal qu'ils vont dire que c'est pas vrai. Voilà. Ouais, c'est ça, tu as toute la rhétorique du complotisme que tu as retrouvée. Et puis ils entretiennent un tout petit peu quand même la rumeur, notamment plus tard en 1976, tu as Lennon qui dit qu'il y a plein de messages subliminaux et plein de messages secrets dans les paroles des Beatles. Donc ça relance la rumeur. Et puis McCartney a sorti un album live en 1993, quand il était en solo, et ça s'appelle Paul is Live, pour en fait se moquer du Paul is Dead. Donc voilà, il a joué un petit peu avec sa rumeur. Il a retourné ça, là. C'est bon, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça, il a fait ça avec... Marketing. Ouais,
Et donc, il y a un article du magazine Time qui est paru en 2009 qui dit que c'est une des 10 théories du complot les plus durables au monde. OK. Donc, c'est vraiment resté Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Là, c'est sûr que le public qui croirait peut-être plus à ces rumeurs-là est pas mal plus achevé qu'en pleine vie. Là. Mais je suis pas étonné. Ça a tellement eu un impact fou, là, ce groupe-là. Ouais. Là. Puis c'est amusant, évidemment, d'aller chercher ces indices et de les partager. Donc, il y a quelque chose d'excitant de travailler, d'aller découvrir ces secrets. Mais McCartney, c'est pas le seul chanteur qui aurait été remplacé par un sosie. Hein. L'autre cas, c'est un cas que tu connais bien, canadienne. C'est Avril Lavigne, évidemment. Donc, elle serait morte en 2003, en fait, peu de temps après son premier album, et elle a été remplacée par une sosie qui se nomme Melissa Vandella. Alors, je ne sais pas si c'est très connu au Québec, l'histoire de Melissa Vandella. Cette histoire-là est quand même assez connue. Puis il y a du monde qui croit ça quand même assez dur comme fer. Je trouve que ça fait aucun sens, mais... Non, ça fait beaucoup de sens. je vois pas pour... je vois pas le... Tu sais, mettons, les Beatles, je pourrais comprendre le désir de, si, mettons, il est arrivé un accident, de vouloir remplacer Paul puis de continuer. Mais mettons, Avril Lavigne, là. Paul, c'est quoi l'intérêt, là? Tu sais, il n'y a pas... tu sais, pas que... c'est une bien talentueuse puis tout ça, mais elle n'a pas un impact incroyable là, sur la musique. Puis elle n'a pas fait évoluer la musique. Elle a été un icône pour les jeunes filles puis tout ça qui cherchaient dans ce monde musical-là. Mais elle n'a pas l'impact, mettons, qu'un Beatles. Non, bien sûr. Puis fait que je vois pas l'intérêt de juste penser à faire ça. Oui, en fait, l'intérêt, selon la rumeur, c'est qu'elle était très bankable. Donc, elle sortait de son premier album. Il y avait une nouvelle star qui était arrivée. Et puis, elle décède tragiquement. Et donc, il fallait la remplacer. Mais après, moi, je me dis que s'il y a une star qui arrive et qui décède tragiquement, ça va faire exploser les ventes de ses albums aussi. Donc, voilà, je ne sais pas quel serait l'intérêt de la maison de disques. Mais bref. Probablement plus, parce que ça vient comme un peu légendaire. Oui, c'est ça. Ce serait un album totalement culte. Alors, je la fais rapidement. Donc, en gros, l'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'elle a été... donc, Melissa Vandella, la nouvelle Avril Lavigne, la fausse Avril Lavigne, a été embauchée pour distraire les paparazzi, parce qu'Avril Lavigne détestait en fait la vie publique. Okay. Elle avait besoin de solitude. Et donc, les femmes deviennent amies, très amies. Mais Avril ne supporte pas la pression de la célébrité. Et en plus, elle perd son grand-père et ses parents divorcent. Donc, tout ça... en même temps, donc c'est trop pour elle et elle se suicide. Et Melissa a appris à performer comme Avril Lavigne parce que c'était son body double, voilà. Et donc elle l'a remplacé définitivement. Okay. Et donc les indices, c'est le changement de voix de Avril Lavigne, le changement de style vestimentaire, hein, donc on est passé d'un style très pantalon à un style beaucoup plus girly. Et pas passer d'une jeune adolescente à une femme. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Et le changement de voix, ça peut être simplement la qualité de l'enregistrement, le pitch, parce que, voilà, évidemment, tu peux... Mais elle a effectivement une méchante de belle voix. Oui, elle chante très bien. Des ballades qu'elle a faites, elle a une petite belle voix. Et puis, les indices aussi sur ces grains de beauté qui disparaissent à un moment, mais... De nouveau, il y a Photoshop, il y a le maquillage, il y a toute une série... Puis on peut s'en faire enlever. Oui, et on peut s'en faire enlever, en effet. Et puis, il y a des choses dans les paroles, mais ce n'est pas très convaincant. Des paroles qui seraient des paroles d'adieu. Ça pourrait être compris comme des paroles d'adieu pour un deuil, mais ça pourrait être aussi compris comme pour des paroles d'adieu pour une rupture amoureuse. Voilà. Notamment une chanson où elle dit « It wasn't fake, it happened, you passed by, now you're gone, now you're gone ». Voilà. Mais ça peut être... tout à fait des paroles de rupture amoureuse. Ouais, ça peut être le décès d'une autre personne, ça peut être plein de choses. Là. Mais 250 000 retweets quand même en 2017 pour cette rumeur. C'est incroyable. C'est énorme. En 2017, là. En 2017, on est à l'ère de l'information, puis de tout ça. Puis on a besoin, en fait, on a besoin de partager des choses. Alors là, j'en viens... à quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est le Club des 27. Je sais pas si tu connais le Club des 27. Donc, c'est
on va dire, la théorie qui dit qu'il y a beaucoup de stars du rock qui meurent à 27 ans et qu'il y aurait une forme d'aberration statistique. Il y a trop de stars du rock qui meurent à 27 ans pour que ce soit vraiment le hasard. Donc il devrait y avoir une forme de malédiction. Alors les plus connus, c'est Janis Joplin, c'est Jim Morrison, c'est Brian Jones des Beatles, des Rolling Stones, c'est Amy Winehouse, c'est Kurt Cobain, c'est aussi un personnage dont vous avez parlé, c'est Mia Zapata. Ouais. Et c'est Robert Johnson, le bluesman, autour duquel il y a encore une autre rumeur, c'est le bluesman qui aurait vendu son âme au diable. Donc, oui, je pense que Papy Joe il en a parlé dans son gros volet sur le satanisme. Exactement. Et Mia Zapata, il y a aussi un très très bon épisode d'ailleurs que je recommande. Merci. Alors, il y a une étude qui a été faite d'un journal britannique, d'un journal britannique qui s'appelle le British Medical Journal, qui a démontré que c'était pas vrai. Il n'y a pas d'aberration statistique. Non, c'est totalement normal. Voilà, il y a en pourcentage, autant de morts à 27 ans, à 28 ans, à 29 ans. La seule aberration statistique pour des stars du rock, là où il y a un plus gros pourcentage, c'est 56 ans. Voilà, là, c'est un peu plus que 2% des... Le club du 56. Voilà. Le club des 56, voilà. Il n'existe pas, lui, ce club-là. Hein? Voilà. Mais donc, pourquoi j'avais envie de parler du club des 27 ? C'est parce que je voulais parler d'une histoire de Kurt Cobain. Donc, Cobain, mort d'une balle dans la tête le 8 avril 1994. Et on sait qu'il a rédigé une note. Alors, je ne pense pas que le contenu de la note a été publié. En tout cas, j'ai pas trouvé ici. Mais malgré tout, malgré le fait que... J'ai, pour ton plaisir, j'ai un livre, il faudrait que je me réinforme, c'est quoi? C'est un enquêteur qui a été sur ça, qui en a parlé. Puis dans ce livre-là, il y avait des extraits justement de la note? De sa note. Puis il démontrait... parce que lui, c'est ça, dans le fond... J'imagine là, que ton histoire, ça va être sur la façon de son décès. Alors non, je vais vite partir sur autre chose, mais j'ai une histoire sur Kurt Cobain. Mais vas-y. Mais par rapport à ça, puis lui, le livre, c'est... Moi, je vous dis pas si c'est un suicide ou un meurtre, mais je vous mets les faits. Ouais. Fait que basez-vous après ça sur ça. Puis il montrait dans la lettre qu'est-ce qui pourrait être un suicide ou juste une lettre d'adieu de la scène. Ah oui. En tout cas, c'est vrai que sur base de ce livre, il y a la rumeur est que c'est un tueur à gages qui l'aurait tué et que le tueur à gages aurait été commandité par Courtney Love. Alors, ça, c'est l'histoire. Et selon... mais c'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est d'une creepypasta. OK. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une creepypasta, mais je vais quand même... pour mettre tout le monde à niveau, dire qu'une creepypasta, c'est une légende urbaine effrayante diffusée sur Internet. Et c'est ce qu'on appelle un mot porte-manteau, parce que c'est une contraction de creepy et de copy-paste. Encore une maudite mouche fatigante. Oui, on a une... De ce temps-ci, je sais pas ce qui se passe, on a tout le temps une mouche. Crise de mouche. Alors, à mon avis, c'est la réincarnation de quelqu'un, tu vois, qui vient nous ça doit être du paranormal, exactement. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, ça va être mon histoire principale d'aujourd'hui. C'est une creepypasta à propos de Kurt Cobain, de Dave Grohl, et en fait du groupe Nirvana et des Foo Fighters. OK. Et donc, l'histoire, je vais l'appeler 13 morceaux. OK, je t'ai intéressé. Alors, je commence. En 1997, le groupe de rock Foo Fighters sort son deuxième album, The Color and the Shape. Il est sorti le 20 mai, plusieurs mois après la date initialement prévue, de fin janvier, début février. Des retards dans les dates de sortie sont très courants et aucune raison n'a été donnée pour le retard. L'album se compose de 13 titres. Selon certaines sources proches du groupe, il était initialement prévu qu'il y en ait 14. Mais le 14e morceau a été supprimé peu de temps avant sa sortie. De telles décisions de dernière minute sont généralement très courantes dans l'industrie et aucune raison n'a été donnée ni recherchée pour cela. L'album a été un succès pour le groupe avec plusieurs millions d'exemplaires vendus et a été bien accueilli par la critique. Il comprenait plusieurs singles à succès. Vers la fin de 2008, plus de 11 ans après la sortie de l'album original et 1 an après la réédition du 10e anniversaire, donc de 2007, donc 10e anniversaire de cet album, il y a une réédition avec 6 nouveaux titres qu'on appelle des phases B. Ouais. Donc c'est des albums qui ont été, des morceaux qui ont été, qui ont été enregistrés mais pas choisis. Voilà.
Et des rumeurs ont commencé à se répandre autour de la 14e piste qui avait été retirée de l'album d'origine. Au départ, beaucoup avaient supposé que ce 14e titre ferait partie des 6 morceaux inédits de 6 phases B dans la réédition 2007. Mais le mot a commencé à se répandre que ce n'était pas le cas. Ça a déçu de nombreux fans inconditionnels du groupe, qui étaient impatients d'être en possession de toutes les chansons existantes des Foo Fighters. Tu l'as Je l'ai eu? pas eu. Je te laisse continuer, là. Je t'entends encore, OK? Je t'en prie. C'est à cette époque que la curiosité a commencé à grandir et que les fans ont commencé à demander aux autres membres du groupe, par des lettres et des emails, lors de signatures et de conférences de presse, de questions-réponses, etc., ce qu'il en était du 14e morceau. Chaque fois qu'elle leur était posée, ils balayaient ou détournaient la question, prétendaient ne pas s'en souvenir et changeaient rapidement de sujet. Là, je suis désolé, mais on va peut-être être témoin d'un crime. Ouais, J'ai exactement. arme de ma Un crime. tapette à mouche. Un crime de mouche en direct. Je suis face à un homme armé. Alors, je sais plus. Ah oui, genre voilà. J'ai retrouvé mon fil, pardon. Alors que de plus en plus de fans commençaient à poser des questions, les membres du groupe devenaient de plus en plus agités. Lors d'un jour de signature particulier en avril 2008, il a été rapporté qu'après que plusieurs fans aient interrogé directement Dave Grohl sur le morceau, Grohl a soudainement sauté de sa chaise et est sorti de la zone de signature, visiblement affecté, suivi peu après par les autres membres du groupe. Peu de temps après, une personne prétendant avoir travaillé avec le groupe lors de la production de l'album a divulgué que le morceau supprimé était nommé Perennial et avait été écrit et enregistré uniquement par Dave Grohl en l'espace de quelques heures, quelques jours avant la fin de l'enregistrement, alors que les autres membres du groupe avaient quitté le studio et buvaient dans un bar voisin. En rejouant la chanson aux autres membres du groupe et à l'équipe d'enregistrement, Pat Smear... Tu l'as eu? Yes! Yes. Voilà, on a tué une mouche. Donc Pat Smear, le guitariste et le deuxième chanteur du groupe Foo Fighters, se serait mis en colère contre Grohl pour des raisons que personne, lors de la réunion, ne pouvait déchiffrer. Quelques secondes plus tard, il est sorti en trombe de la pièce. Bien que la source ne puisse pas confirmer que cela soit la raison du départ soudain et inattendu de Smear en 1997 de la formation Foo Fighters. Donc Pat Smear, ancien Nirvana, a rejoint les Foo Fighters, mais est parti directement après le premier album. Pour nos amis québécois, 97, 97. Ah, pardon, 97. Pardon. J'ai fait un effort jusqu'à présent, mais moi, j'aime ça. D'accord. C'est ta sauce à toi, ça. Faut pas cacher ça, man. Ça fait partie de toi. Non, en tout cas, c'est jusqu'à son retour. Donc, il est revenu en 2007, et ça, on le dit pareil au Québec et en Belgique. Alors là, il y a un soupçon que en fait, cette dispute autour de ce 14e morceau soit la raison principale du départ de Smear. Mais je dirais que tu es sur un point, là. Ça ferait tellement plus de sens qu'on utilise la façon que vous le dites. Vous le dites, ça devrait être exact. Ça. Et avant, je travaillais beaucoup en Suisse, et les Suisses, ils disent 80 ou octante, aussi pour le dire 80, tu vois, ça n'a pas de sens non plus. Mais voilà. Alors quand Smear est parti, Grohl n'a pas semblé déçu ou affecté par la colère de Smear et a insisté pour que la chanson soit ajoutée à l'album en tant que 14e piste. Et personne ne s'y est opposé. Le lendemain, Smear est revenu et a demandé à parler seul avec Grohl. Bien qu'il s'était isolé, tout le monde dans le studio d'enregistrement pouvait entendre les deux hommes avoir un débat très houleux à propos du 14e morceau. Smear a été entendu à plusieurs reprises hurler quelque chose sur la façon dont Grohl avait, je cite, « volé de manière flagrante l'une des chansons les plus privées de Kurt ». Et comment Grohl, je cite à nouveau, savait que cette chanson signifiait beaucoup pour lui. Lui, probablement Kurt. Remarque auquel Grohl a opposé à plusieurs reprises son indifférence. Après quelques minutes, Smear a quitté le studio et n'est pas revenu. Donc c'était sa rupture presque définitive avec les Foo Fighters. Okay. Grohl, visiblement agité, est resté un moment seul au studio avant de partir boire. Le lendemain, Grohl, visiblement en gueule de bois, peut-être même encore ivre, est entré dans le studio et a tenté de commencer à mixer les morceaux. Il était en colère, avait l'air ébouriffé et agissait avec confusion.
Finalement, les autres membres du groupe et les dirigeants du studio lui ont ordonné de quitter le studio jusqu'à ce qu'il soit clean et sobre. Il a disparu pendant quelques jours après cela, au point que les autres ont dû partir à sa recherche, le trouvant finalement dans une chambre de motel, sale, ivre et marmonnant quelque chose sur la façon dont il gardait la 14e piste, et comment Kurt ne lui faisait pas peur. Après quelques mots durs de la part des membres du groupe, il leur a dit qu'il devait dormir un peu et qu'il serait de retour au studio le lendemain avec les idées claires. Mais il n'est pas revenu comme il l'avait dit, disparaissant cette fois pendant près de 2 semaines sans laisser de traces. Les autres membres ont continué leur travail en studio, bien que maintenant Pat Smear avait quitté le groupe et leur avait dit qu'il se fichait pas mal de ce qu'il faisait de l'album. 2 semaines plus tard, donc, les membres du groupe ont rapporté après avoir reçu d'étranges appels téléphoniques de Grohl. Tous le même soir. Ils ont chacun rapporté qu'il avait l'air terrifié et incohérent, s'arrêtant au milieu d'une phrase comme pour crier sur quelqu'un ou quelque chose à côté de lui. Aucun d'entre eux n'a pu comprendre ce qu'il essayait de dire, et Dave a finalement dû raccrocher. Le lendemain, Grohl est arrivé à l'improviste au studio. Il était pâle et nerveux. Il tremblait et ne voulait pas établir de contact visuel avec eux, et avec qui que ce soit. Il avait d'étranges ecchymoses autour du cou et du front. Il s'est brièvement excusé pour son comportement erratique avant de dire aux responsables de l'enregistrement, un peu à contre-cœur, qu'il voulait supprimer la 14e piste et laisser l'album à 13 pistes. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait garder le 14e morceau pour l'utiliser comme face B, pour l'un des singles ou dans le cadre d'une future collection inédite, il a répondu sèchement qu'il voulait que le morceau soit détruit définitivement, et que c'était depuis le début une énorme erreur de l'enregistrer. Incertain quant aux raisons urgentes de Grohl pour sa décision, la piste a été supprimée. Grohl l'emmenant à l'extérieur et la brûlant, tout en se tenant debout et en regardant avec intensité. Par la suite, Grohl a semblé plus léger, racontant finalement des blagues et revenant pour parachever l'album, dont la date a finalement été repoussée de 3 mois. Grohl ne voulait pas dire ce qui lui était arrivé. Le groupe, soupçonnant que Pat Smear avait rencontré peut-être agressé Grohl, a exigé de savoir ce qui s'était passé entre eux au cours des 2 semaines de disparition. Mais il s'avère que Smear était en Europe, donc c'était pas lui. Après avoir parlé à Smear de l'absence et du comportement de Grohl depuis qu'il avait quitté le groupe, Smear leur a finalement dit que la chanson que Grohl avait enregistrée et voulait utiliser comme 14e piste avait été écrite à l'origine par Kurt Cobain, qui avait l'intention de l'utiliser comme single principal du 4e et finalement dernier morceau de Nirvana, In Utero. Smear a déclaré que c'était une des plus belles chansons et des plus grandes chansons que Cobain n'ait jamais écrites. Mais Kurt lui-même n'était pas sûr que la chanson corresponde à l'album. Grohl avait déconseillé d'utiliser la chanson, la qualifiant de merde, car elle ne correspondait certainement pas à l'album. Smear soupçonnant que Grohl avait en fait envisagé de quitter Nirvana pour créer son propre groupe et cherchait un moyen de tromper Kurt en lui faisant croire que c'était une mauvaise chanson, afin qu'il puisse ensuite partir et enregistrer et sortir la chanson avec son propre groupe. À la fin, Kurt a décidé de ne pas enregistrer la chanson, et à la place, donc ils ont enregistré Heart Shaped Box comme nouveau single qui a été aussi un très grand succès. Ouais. C'est un petit groupe. Là. Voilà, exactement. Qui? Non. Après la mort de Cobain et la disparition de Nirvana, Grohl cherchait toujours à former son propre groupe dont il serait le membre principal. Il a convaincu Smear qu'il n'avait pas cherché à saboter Cobain et l'album In Utero, qui avait été un énorme succès, sans la chanson supprimée, la fameuse chanson Perennial. Et Smear a accepté de rejoindre le groupe nouvellement formé, les Foo Fighters. À ce jour, Grohl n'a pas parlé de ce qui lui est arrivé pendant ces 2 semaines qu'il a convaincu de changer d'avis concernant la 14e chanson. Où il était, avec qui il était, comment il a subi des blessures physiques au cou. Tout cela reste un mystère complet, même pour ses amis les plus proches et les membres de sa famille. Ni lui, ni aucun membre des Foo Fighters ne discutera de l'histoire de la 14e chanson. Voilà. Donc voilà, petite traduction maison. Hein, donc voilà, c'est une creepypasta que j'ai trouvée sur un site de creepypasta. Alors voilà, est-ce qu'il y a un fantôme de Kurt Cobain? Qu'est-ce que t'en penses? Un fantôme, je pense pas.
Je pense pas. Il vit encore à travers bien des affaires, Ouais. mais de là à dire un fantôme, je sais pas. Je penserais pas. Bon, en tout cas, c'est clairement sous-entendu dans cette histoire. Alors, je trouve que l'histoire, elle est quand même intéressante, parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a une chanson de Nirvana qui était absolument exceptionnelle et que personne n'entendra Mais jamais. Quoi. ça se peut. C'est sûr que ça se peut que... Clairement qu'il y en a, point. Ouais, Puis sûrement plus qu'une, là, qui était exceptionnelle et qu'on n'entendra jamais Voilà. parce qu'ils ont, eux, jugé que ça ne valait pas la peine d'être sorti ou quelque chose. Là. Mais de là à inventer toute une... une histoire de même, le monde sont parfaits. ouais. J'aime bien imaginer qu'il y a un fantôme de Kurt Cobain. Quand même. Ouais, ça oui. Alors, Ah, je, ouais. je vais terminer par une dernière histoire. OK. C'est la rencontre, la collusion entre le rock et la CIA. OK. Alors, la première rumeur autour de ça, c'est que le LSD et les hippies sont en fait une invention en laboratoire de la CIA. Ben, c'est sûr, le LSD, oui, a été comme, pas par la CIA, mais a été testé en clinique, puis tout ça. Fait on peut comprendre que ça peut partir des rumeurs de pourquoi qu'on a fait ça, là. Ouais, éventuellement. Enfin, il y a des gens qui disent qu'il y aurait même peut-être des tests qui auraient été faits par le gouvernement américain sur des cobayes, dont Charles Manson, qui aurait été un des testeurs du LSD au début des années 60. Ouais, ça, dans des rumeurs. Je pense pas que c'est des rumeurs parce qu'ils ont vraiment essayé comme. Oui, il y a eu des tests. Il y a, oui, tout à il y a fait. eu des tests, puis je pense que c'est effectivement, il a été dans une clinique, Charles, C'est vrai. vraiment pour ça. Oui, là. c'est exactement ça. Mais là, la rumeur, elle est quand même un Ouais. peu plus twistée que ça. Donc- J'imagine, sinon tu nous en parlerais Voilà. pas. Donc l'idée, ce serait était de rendre accro les jeunes au sexe, à la drogue et au rock'n'roll. Parce que ça les distrayait de ce qui se passait vraiment au niveau du gouvernement et donc ça les décourageait de renverser le complexe militaro-industriel, notamment qui avait aussi tué Kennedy, etc. etc. Les complices de ce stratagème diabolique, il y en avait en Angleterre, les Beatles, et en Amérique. Et les principaux, c'est Jim Morrison, Frank Zappa et d'autres habitants, en fait, les résidents de Laurel Canyon à LA, où en fait, tout était concentré. Alors, Laurel Canyon, c'est là où il y avait vraiment la grande, je veux dire, le nœud de la contre-culture des années 60 au niveau de la côte ouest à cette époque-là. Alors, les indices. Jim Morrison, Frank Zappa, Papa John, c'est presque Papy Joe. Papa John, donc c'est en fait le chanteur des Mamas, enfin un des chanteurs des Mamas et des Papas. David Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young, étaient tous des enfants de membres très haut placés de l'armée américaine. Coïncidence. Par ailleurs, le quartier de Laurel Canyon à Los Angeles était également connu comme un emplacement d'une base de l'US Air Force. Proximité. Le mouvement hippie des années 60 donc, a été, selon cette théorie, conçu dans un laboratoire gouvernemental quelque part comme un moyen de désamorcer le mouvement anti-guerre qui était en train de naître. Guerre du Vietnam, évidemment. Le plan était tout simplement d'accrocher les enfants à la musique rock et aux drogues dures pour les détourner de la révolution, pour les abrutir. En fait. L'individu le plus emblématique de ce stratagème était Jim Morrison. Parce que Morrison est arrivé sur la scène rock sortant de nulle part, en tant que star pleinement développée, avec un groupe, un personnage de scène et une très impressionnante collection de chansons. Finalement, assez pour remplir plusieurs albums des Doors. Comme si il avait été en couveuse quelque part. Voilà. Il est né avec ça. Ouais. Et avant, pas de traces de Jim Morrison. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été raconté. En tout cas, il y avait un groupe avec les autres membres des Doors qui précédaient, mais Morrison sort un peu de nulle part. Et le père de Jim Morrison, et ça c'est une réalité, c'est George Stephen Morrison, qui est un amiral qui a joué un rôle très important dans la guerre de Corée et dans la guerre du Vietnam. Voilà. Notamment la fin de la guerre du Vietnam. Jim Morrison était dans la même garderie que Gail, et Gail c'était la femme de Frank Zappa, quand ils étaient enfants. Zappa, dont le père était un employé du gouvernement américain, dont on sait qu'il aurait travaillé, on sait qu'il a travaillé en fait dans la zone 51, et aurait peut-être été au service du projet MK Ultra, le fameux projet hyper secret du gouvernement sur le contrôle mental, etc.
Alors, Zappa, c'est un musicien influent, très très intelligent. Il aurait servi un peu de hub, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour orchestrer le rôle des musiciens au service, au service du complexe militaro-industriel. J'ai passé proche de voir son fils, là, Frank Zappa, Zappa Play Zappa. Là. Puis c'est dans un festival qui s'appelait Woodstock en Beauce, ici dans le coin de Québec. Puis il a annulé à dernière minute son show parce que le festival n'avait pas la bonne console pour lui. Ah oui. Je sais que la famille Zappa est très très difficile. J'étais comme, alright. Puis tu sais, moi je suis pas un. Tu sais, comme je fume du pot ou des choses comme ça, mais je suis pas un consommateur de psychédéliques ou d'autres drogues ou chimiques ou des choses comme ça. Puis moi, j'avais un de mes amis qui, lui, était là, puis il était comme, OK, j'essaye pour la première fois de l'acide. Je vais voir Zappa, Play Zappa. 15 minutes avant le show est annulé. J'ai l'impression que le trip a changé. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, j'en profite pour faire un shout-out à Pierre Chevalier, qui est notre partenaire du scénario du Pire, qui est un grand musicien de rock progressif et un grand fan de Zappa. Donc, voilà. Shout-out à Pierre. Et alors, on va quitter Zappa, mais on va rester sur la CIA avec l'histoire de Wind of Change. Est-ce que tu connais la chanson Wind of Change ? Oui. Donc, c'est une histoire qui est liée à ce qu'on appelle la guerre froide. Alors, pour les plus jeunes qui n'ont pas suivi les cours d'histoire, c'est ce qu'on appelait la guerre froide, c'est ce qui s'est étalé entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va dire la fin des années 80. C'est une guerre idéologique, mais sans affrontement général, entre deux blocs, le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis et l'OTAN, et le bloc de l'Est. À l'époque, c'était ce qu'on appelait l'URSS et les pays du pacte de Varsovie, donc qui sont les pays communistes et des pays à parti unique. Alors, la fin symbolique de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin. La guerre froide, c'était un conflit qui était larvé, heureusement, donc mais on a eu peur à un moment que ça se déclare, qu'il y ait une guerre totale, une guerre nucléaire, etc. Il y a eu beaucoup de films à l'époque, d'ailleurs, avec cette peur-là. Mais ils ont mis la Russie, l'URSS dans le temps, très, très de l'avant comme des méchants à ce moment-là. Tout le monde ici au Canada, ça avait peur des espions russes, puis de ci. Et ben voilà, c'est ça exactement. Donc c'était les espions qui jouaient un rôle principal. Donc tu avais d'un côté la CIA, côté américain, et côté russe, tu avais le KGB. Et donc, dans cette guerre, il y a un groupe, pendant cette guerre froide, il y a un groupe qui a émergé, qui s'appelle Scorpions. Voilà, donc c'est un groupe allemand de hard rock qui vient de Hanovre. Je savais pas que c'était allemand. Ouais, c'est allemand. Ouais, c'est des Allemands. D'ailleurs, en interview, ils ont encore gardé un très fort accent allemand. Je les ai jamais entendus en interview. Là. Je suis pas un grand connaisseur de Scorpion, on va t'avouer. Donc voilà, c'est un groupe, c'est un vieux groupe qui est né en 65. C'est essentiellement du hard rock, mais avec un petit peu de glam rock de temps en temps et un peu de soft rock. C'est un groupe qui a connu le succès dans les années 80 et début 90, et ils ont vendu plus de 100 millions d'albums, donc c'est pas un petit groupe. Alors, il y a une première rumeur, ils ont fait en 1984 ce qu'on appelle une power ballade qui s'appelle Still Loving You, et on dit que cette chanson a un tel potentiel érotique que 9 mois après qu'elle ait été numéro 1 en France, il y a eu un baby boom. Ça, c'est quand même terrible. Ouais. Tu sais, faut que tu sois fier en esti que ta chanson fasse ça. Oui, c'est ça. Genre, moi, fais la vie avec ma musique. C'est de le dire. Alors, j'ai pas pu vérifier les statistiques de naissance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rumeur ? Et quand on regarde sur Spotify, Wind of Change, c'est la chanson de Scorpions la plus écoutée, qui a été écoutée sur Spotify plus de 600 millions de fois. Et donc, c'est sur Wind of Change que je vais terminer mon intervention d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi une power ballade, comme Still Loving You. C'est une chanson lente, sentimentale, mais quand même avec un petit peu de hard rock dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guitare. Il y a toujours le solo guitare. Vous avez parlé notamment de November Rain de Guns N' Roses, par exemple. C'est la power ballade par excellence. Donc, batterie, guitare, et puis ces rythmes très, très lents. La plus connue des power ballads, c'est Stairway to Heaven, qui a aussi beaucoup de rumeurs, mais
Voilà, j'ai fait Ouais. le tri. Voilà, faut choisir notamment un au niveau moment donné, backmasking, il y a des choses très étranges là-dedans. Alors, Wind of Change, c'est un des singles les plus vendus de l'histoire de la musique. Ça a été Ok. vendu à 14 millions d'exemplaires et c'est le 15e single le plus vendu de toute l'histoire de la musique. OK. Alors, c'est parfois surprenant d'ailleurs. bon succès. Ouais, énorme succès. Selon l'histoire officielle, l'idée de la chanson est née en URSS alors que le groupe visitait Moscou. C'était le temps de ce qu'on appelait la perestroïka et la glasnost. Donc, c'était vraiment la fin, les derniers temps du communisme. Une période de réforme, de transparence. Donc, glasnost, ça veut dire transparence. Et c'était aussi une reconnaissance de l'échec du modèle soviétique. Ça se passe en 1989, cette visite, et le groupe était dans le parc Gorky, qui est le plus grand parc, le parc le plus célèbre de Moscou. Et donc, la chanson s'ouvre sur un sifflement, donc c'est une mélodie sifflée. Et puis, il y a les paroles « I follow the Moskva », qui est la rivière qui traverse Moscou, « Down to Gorky Park, listening to the wind of change ». Et la chanson est un appel au rapprochement, une forme de réconciliation. Donc, c'est un groupe allemand. Et donc, l'Allemagne était coupée en Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest à l'époque. Donc, c'était vraiment... ça leur tenait à cœur, évidemment, la réconciliation allemande. Des deux côtés. Exact. Avant la chute du mur. Voilà. Et du coup, la théorie est née. La chanson aurait été en fait écrite par la CIA pour déstabiliser l'Union soviétique. Et ça a l'air rigolo comme ça, mais s'il y en a une qui est vraie, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. Voilà. Donc, la CIA connaissait le pouvoir de Scorpions, donc, suite au baby-boom français. Et puis, le fait que ce soit un groupe allemand, c'était pas du tout innocent. Et donc, ce serait une arme de propagande pour faire chanceler le bloc de l'Est. Et en fait, on sait qu'il y a eu des interventions de la CIA dans la culture. Notamment, ils ont traduit, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires de Dr Zhivago en russe pour distribuer le roman en Russie, parce que c'était un roman qui était plutôt un appel à la chute du communisme. D'ailleurs, on pourrait en faire un épisode un jour. Il y a Nina Simone qui a été influencée par la CIA, notamment lors d'une visite au Nigeria. Enfin, voilà. Donc il y a toute une série de choses qui ont été avérées. Et Wind of Change sort 1 an après la chute du mur de Berlin, et c'est devenu l'hymne de la fin du communisme et de la réunification allemande. Donc la CIA aurait composé cette power ballade pour galvaniser en fait le mouvement de révolte et accélérer la chute du communisme. Voilà. Du communisme, parce que le mur est déjà tombé. Ouais, c'est vrai. Alors le chanteur de Scorpion, Mine, a dit que c'était pas vrai, bien sûr, donc il a dit que c'était une rumeur ridicule. Néanmoins, c'est une des seules chansons dont il a écrit les paroles. Alors on dit c'est bizarre que ce soit Mine qui écrive des paroles, alors que normalement c'est pas lui qui les écrit. Mais voilà, il trouvait que c'était ridicule, mais quand même assez amusant. Il y en a une qui écrit, puis c'est un succès. Voilà, oui, c'est ça, c'est le plus gros succès en fait. Et voilà, donc eux ont dit que c'était une fake news. Et alors juste pour l'anecdote et pour terminer, donc ils ont repris Wind of Change sur scène. Okay. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, ils ont changé les paroles. Ah ouais? Et donc maintenant c'est Now listen to my heart, it says Ukraine waiting for the wind to change. Et voilà. Super! Merci beaucoup. Phil. Merci. C'était super le fun. C'est un bon concept, je trouve. Les genres urbaines, Les genres urbaines, d'avant, c'est le fun. C'est le fun, ça permet c'est plus léger un peu. Oui, aussi, exact. Là, qu'un double meurtre d'un gars jaloux. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas de mort. Enfin, si, il y a Kurt Cobain. Ouais, il y a ça. Mais, a priori, c'est un suicide. Ouais, mais super, merci. Merci d'être venu participer encore. Pour ceux-là qui sont sur le live, je vais le dire tout de suite. On va faire une petite pause. Il y a quelqu'un qui va se joindre à nous, fait qu'on l'attend, puis on va revenir tout de suite après pour un autre podcast. Puis, Philippe, où est-ce qu'on peut suivre le scénario du P? Qu'est-ce qui s'en vient avec toi? Puis comment on peut t'encourager? Alors, le scénario du pire, donc, c'est un podcast de True Crime avec quand même à chaque fois un petit lien au cinéma. Donc, on raconte des histoires. On essaye de raconter des histoires que les autres ne racontent pas. On cherche des histoires un peu atypiques, des histoires moins connues. Et on est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, si vous ne nous trouvez pas sur une plateforme d'écoute, il faut nous le signaler. On est assez actif sur Instagram, donc il suffit de chercher le scénario du pire sur Instagram.
Et donc là, on est en train de préparer un épisode qui pourrait peut-être être un épisode double ou triple, avec pas mal d'ambition. On va changer un peu de format et on va voir où ça nous mène. Mais Tu m'en as parlé, Ouais. j'ai hâte d'entendre ça. Exact. Ça va être super intéressant de rester à l'affût du podcast parce que de quoi de complètement différent de ce que vous avez fait exactement. depuis le début. Ouais. Très, très, très lourd à produire. Et d'ailleurs, on s'est adjoint une vraie productrice de radio pour nous aider parce que c'est un gros projet. Bon, ben super. Puis pour du crime à mes oreilles, du bruit à mes oreilles, ben, vous savez c'est où, dubruitamesoreilles.com. Vous allez tout trouver là. Puis on vous revient dans pas trop long. À tout de suite tout le monde. À tout de suite.